Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver jeudi 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril, nous avons avec nous un champion, 12 victoires en Coupe du Monde, vainqueur du Paris-Dakar. Bonjour Luc Alphand. Bonjour à tous. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On va parler d'une autre aventure, celle de Top Gear. On dit Top Gear ou Top Gear? Demandons à Luc Alphand. En anglais, Top Gear. Top Gear, c'est ça, c'est Top Gear. 7e saison ce soir, on a eu la chance de voir quelques images. Ça promet, nouvelle saison, nouvelle voiture, nouvelle piste, des surprises pour vous, avec un motard que vous connaissez bien qui vous a rejoint. On va en reparler dans un instant. Vous allez bien? Vous vivez où? Très bien, alors maintenant je suis résident en Andorre, d'ailleurs. C'est bon, je viens de découvrir que Sud Radio est né en Andorre. Et j'écoute un peu plus d'ailleurs cette radio, maintenant que je suis un peu plus Pyrénées et Sud-Ouest. Donc voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Alors maintenant, j'ai encore beaucoup d'activités. Je travaille toujours pour France Télévisions, donc je suis consultant pour le Dakar, pour le ski. Et je suis directeur sportif d'un rallye qui s'appelle le Silkway Rally, la route de la soie, qui est l'équivalent du Dakar, donc un rallye off-road là, qui est Russie et Mongolie, Chine, Kazakhstan, etc. Et il a eu lieu malgré le Covid Alors l'année dernière a été annulée, donc 2019, et cette année, normalement, au mois de juillet, on fait Russie-Mongolie. Et Valérie peut y participer? Oui. Alors c'est même les équipages féminins sont même vraiment la bienvenue. D'accord. Ils ne savent pas conduire les filles. Hein. Oh non, j'irai pas jusque-là. Non. Écoutez, je le fais exprès. J'étais au Dakar où Jutta Kleinschmidt était la première femme à gagner le Dakar. Donc non, il y en a qui y vont vite. Et là, dans les, il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y a pas de filles. Non, mais là, dans les duos qu'il va y avoir, il y aura Malika Ménard et Henri Lecomte. C'est dans Top Gear. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de filles dans Top Gear. Non, puis c'est quand même un truc un peu de mec, même si c'est sexiste de dire ça. Ça reste assez viril, amitié virile. Oui, ça reste assez voiture, bagnole, déconne. Oui, Philippe Lelouch au début dit que vous comparez votre... c'est un peu les hommes qui comparent leur sexe, non, la voiture? Un tout petit peu, c'est vrai que dans la bande-annonce, il fait comme ça. C'est celui qui a la plus grosse quéquette. La plus grosse quéquette, ça c'est sa phrase, mais c'est vrai que bon, ça a toujours été comme ça, un petit peu. Les voitures, ça fait rêver, c'est vrai que c'est plus important pour un garçon que pour une fille. Alors vous écoutez Sud Radio, c'est très bien, Luc Alphand, mais vous regardez la télé? Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Alors écoutez, séries, films, et news bien sûr, parce que c'est quand même important, je pense, de rester quand même au courant de ce qui se passe autour de nous, et parce qu'il y en a qui décrochent beaucoup de. Alors c'est vrai que les news c'est pas très fun là depuis un an. En ce moment c'est compliqué. Ouais, voilà, c'est compliqué, mais bon, il y a quand même des. Je regarde beaucoup le sport bien sûr parce que je suis forcément donc le ski alpin, et puis d'autres. J'aime le vélo, j'aime le cyclisme. Il n'y a jamais eu une série autour du ski alpin? C'est parce que c'est chiant, qu'il n'y a pas de coup dur, il n'y a pas de. J'ai cassé ma spatule. Ah si, non, il y en a plein. Il y a des histoires. Enfin, je veux dire, non, il n'y a pas de série, mais il y a plein d'histoires. Et c'est vrai qu'on pourrait en faire une. On va en créer une ensemble avec Valérie. Surtout, j'allais vous parler d'Alexis Pinturo. J'ai vu un reportage sur lui, donc qui est assez incroyable sur la rigueur de ce garçon. Vous avez réagi comment quand il a gagné? Vous avez un petit pincement au cœur? Vous avez dit c'est plus moi qui suis le champion français? Alors non, pas de pincement, parce que ça fait quelques années. Moi, je suis ravi qu'un Français puisse la regagner, parce que moi, on a déjà attendu 30 ans après Philippe pour que je la gagne, et là, 24 ans. Mais Alexis Pinturo, il est né comme ça, enfin, je veux dire, déjà tout jeune, et quand il est arrivé en Coupe du Monde, il avait cette motivation, et surtout ces objectifs-là, d'être champion du monde, champion olympique. Alors, ça lui manque, et peut-être l'année prochaine à Pékin, mais c'est quelqu'un qui vraiment a travaillé pour ça, et cet objectif de gagner la Coupe du Monde au général, il l'a depuis 5-6 ans, et il s'est investi vraiment beaucoup. Et moi, c'était vraiment un plaisir. Et d'ailleurs, vous avez été fier, vous l'avez vécu la course. Oui, surtout que bon, je travaille à moitié quand je regarde les courses. Quand même. J'ai mes 3 gamins qui courent aussi, en Coupe du Monde. Mais donc je vis le ski, j'ai cette passion, et quand on sait ce que c'est, de gagner la Coupe du Monde de général, donc on s'est appelé. Et on s'est calé une petite. Je vais aller à Courchevel le retrouver. Là, on s'est calé une petite bouffe, une sorte de passation de pouvoir. Passation de pouvoir. Vos 3 enfants font du ski en compétition. En compétition. C'est qui le meilleur des 3? Non, je rigole. Non, répondez pas. Non, c'est bon. Ma fille. Alors c'est bizarre parce que ma fille court pour la Suède.
Oui, parce que ma femme est suédoise, elle a choisi ce pays-là, donc elle a déjà fait les Jeux pour ça, donc elle fait très bien. Et mon garçon était vice-champion de France hier, donc en descente. Bravo. Qui a été champion du monde junior. Donc 2 descendeurs pour la France et une suédoise. Et alors, il y a de la relève. Alors Gilles. On avait le plus grand, celui qui adore faire des slaloms, Emmanuel Macron. Hein, bravo. Le champion de la descente, donc qui était hier présentait évidemment les nouvelles mesures. C'était l'événement télé, on ne pouvait pas passer à côté. Voilà pourquoi on vous demande sur notre compte Twitter si vous êtes convaincu par les annonces d'Emmanuel Macron à 20h. Alors, c'était un carton d'audience, hein, Valérie. Près de 30 millions de téléspectateurs. Hein. C'était très attendu, évidemment. Nous, on va y revenir tout à l'heure à 11h moins le quart. Et pour l'instant, oui à 5%, non à 95%. Les votes démarrent sur Sud Radio pour parler donc évidemment de la crise sanitaire et des mesures qui ont été étendues. Ceux des villes ont été étendues à toute la France. Vous l'avez regardé hier, Luc Alphand? Vous étiez devant votre télé? Alors hier, on faisait une petite promo. Un Twitch. Alors donc j'ai twitché hier soir à la même heure et donc voilà, j'ai découvert à la sortie de notre direct les annonces. Alors le zapping, Gilles regarde la télé pour nous. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Hier, le président Emmanuel Macron a martelé dans son discours vacciner, mais voilà. Il n'y a pas de vaccin. Et le médecin Ludovic Toro a vu rouge quand il a entendu cette phrase, car lui, des vaccins, il n'en a pas. Alors pour le prouver, il photographie chaque jour son frigo pour montrer les vaccins qu'il a. C'était sur BFM, il était vraiment en colère. C'est de mon frigo, médecin général. Votre frigo dans votre cabinet pour mettre les vaccins. Première semaine, 1, je suis content. Deuxième, 2, j'y allais. Troisième semaine, 1, je commençais. Et là, la suite, je vais vous faire voir ce que c'est la réalité sur un terrain pour un médecin qui veut vacciner en Seine-Saint-Denis. Rien. Semaine suivante, rien. Semaine suivante, rien. Et la semaine prochaine, j'aurai rien. Donc la réalité, c'est ça. 4 flacons, on a eu. J'ai eu 4 flacons depuis le 26 février, d'accord. Et je suis prêt à vacciner tous les jours, tout le temps. Comme il dit, matin, midi et soir. Donnez-moi des flacons. 4 flacons depuis février, on est le 1er avril quand même. Ouais. Je ne pouvais pas évidemment, Valérie, éviter une réaction de Pascal Praud. C'était impossible pour moi, notre chouchou, notre barman. Pour lui, les nouvelles mesures vont encore favoriser les riches. Oh, c'est un peu cliché, mais c'est Pascal Praud. Les gens qui sont les plus aisés, qu'est-ce qui va se passer vendredi? Ils vont aller dans leur maison secondaire avec leurs enfants, faire du télétravail et être en vacances pendant 1 mois. C'est ça qui va se passer. Donc ces gens-là, ça va être 1 mois de vacances parce qu'il n'y aura pas d'école à distance. Donc les enfants seront dans les jolies maisons secondaires et les parents feront du télétravail. Et on sait très bien que quand tu fais du télétravail, c'est pas exactement le même investissement que quand tu es dans l'entreprise. En revanche, Romain, les gens qui ne sont pas aisés, pour eux, ça va être l'enfer. Voilà, c'est si vous êtes aisé, comme il dit. Mais ce matin, il est revenu un petit peu sur ses propos en disant qu'il ne fallait pas stigmatiser non plus les gens qui avaient la chance d'avoir une résidence secondaire. Allez. Le confinement et la fermeture parfois de centres sociaux est toujours une catastrophe pour les autistes. Il y avait un téléfilm sur France 2 sur les autistes et Samuel Le Bihan l'a rappelé sur France 2 et a expliqué pourquoi il a créé entre autres cette ligne d'aide Autisme Info Service. Je vous donne d'ailleurs le numéro, c'est le 0800 71 40 40. Écoutez son témoignage. Très heureux de vous accueillir ici. Vous êtes le chef des Insoumis, si je puis dire, député des Bouches-du-Rhône. Non, je suis président du groupe parlementaire. Ça, c'est mon deuxième son. C'est pas le bon son. C'est le... Voilà, bah écoutez. On lâche Samuel Le Bihan ou pas? Voilà, alors Samuel Le Bihan. Particulièrement, oui, parce qu'il y avait tous les centres étaient fermés, les parents se sont retrouvés pour beaucoup dans 30 mètres carrés avec un enfant qui comprenait pas le confinement et ça a été des situations un peu explosives et donc au moins ils avaient une plateforme d'appel. Alors c'est du conseil, du suivi, c'est quels sont mes droits, mon enfant est autiste, mon patron me demande d'aller travailler mais c'est le confinement, est-ce que j'ai un droit, est-ce que j'ai le droit de rester chez moi? Oui, effectivement. Et beaucoup de questions difficiles de rester avec un enfant autiste durant un confinement. Ah, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi est-il aussi méchant, pour paraphraser, vous savez, une vieille pub originale qu'on a peut-être connue. Hier, Jean-Luc Mélenchon était plus que désagréable avec Gilles Borstein. C'était sur la chaîne France Info TV. Et hier, quotidien, évidemment, on a fait un petit best-of des meilleurs saillies de Jean-Luc Mélenchon. C'était quelque chose.
Très heureux de vous accueillir ici. Vous êtes le chef des Insoumis, si je puis dire, député des Bouches-du-Rhône. Non, je suis président du groupe parlementaire. Je me demandais au bout de combien de temps vous alliez m'interrompre. Eh ben voilà, 3 secondes. Monsieur Mélenchon était sur France Info, une bien belle interview comme on aime. Vous comprenez pas ce que je dis? Ah bah peut-être. Eh ben tant pis pour vous, ça vous regarde pas. C'est le retournement de situation, monsieur le commentateur, que vous ne voyez pas et qui que je vois très bien, je vous remercie. Oui, mais c'est bon. Une idiotie comme celle que vous venez de prononcer. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi, je suis à votre disposition pour les suivants. Allez vous faire voir. C'était une très bonne émission, merci beaucoup d'y avoir participé. Il serait bon dans Top Gear. Oui, on pourrait le prendre, il serait pas mal. C'est dingue, non? Non, mais bon, après, on le connaît, quoi. Enfin, moi, je connais que par la presse, mais c'est vrai qu'il est souvent agressif, quand même. Quel homme politique vous a marqué dans votre carrière, que vous avez rencontré? Que j'ai rencontré? Jacques Chirac, qui avait l'air assez vraiment humain et au contact. Et en tout cas, il adorait le sport, déjà. Donc, chaque fois qu'on l'a rencontré, il avait toujours cette sorte de sympathie et d'attachement. Voilà. Hier, on a appris la mort de Gérard Philippelli. Il était membre du célèbre groupe Les Charlots, dont il était entre autres guitariste, un incroyable guitariste. Bon voilà. Mais aussi comédien. Il faut rappeler que les films des Charlots, dans les années 70, rassemblaient plus de 8 millions de spectateurs au cinéma. Et il y a un petit clin d'œil, je vous ai mis Paulette. Tu me tiens grâce à tes paupières, notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupières. Voilà. C'était Phil, c'était le grand, il avait 78 ans. Hein. Ça vous rappelle des souvenirs ou vous étiez trop jeune, les Charlots? C'est un peu oui, j'ai commencé avec les Brigades du Tigre, un peu les Charlots. Je suis pas si jeune non plus. Alors, alors, on va parler de Top Gear, nouvelle saison, nouvelle voiture, nouvelles histoires. Vous êtes à fond, hein, il y a des épreuves de dingue dans cette nouvelle saison. Racontez-nous un petit peu ce qui vous plaît dans cette émission. Ce qui me plaît, c'est le côté un peu décalé, parler d'automobile sans que ce soit vraiment que des essais ou parler de compétition, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont déjà dans ce genre-là. Donc Top Gear est arrivé par l'Angleterre avec une émission qui était encore plus décalée, avec des barjots qui faisaient plein d'épreuves avec des voitures. Et donc on m'a proposé, parce qu'en fait je suis allé là-bas comme invité. Comme il y en a beaucoup qui sont venus, et puis moi ça me plaît de toute façon. Dès qu'il y a un volant, une pédale et qu'il faut accélérer ou faire un peu le couillon. Ça c'est venu après le ski? Ah oui, évidemment, j'ai commencé. Parce que vous n'aviez pas le droit quand vous faisiez du ski. Pas le droit et surtout pas le temps. Donc j'ai arrêté en 97 et tout de suite 98 j'ai attaqué au Dakar. Mais ça c'est de la compétition pure. Mais bon, c'est vrai qu'on apprend à piloter, à rouler. Mais depuis tout petit, dès qu'il neige sur les parkings, nous, quand on fait les Alpes en long, en large tout l'hiver, dès qu'il y a un parking et qu'il neige, on allait tirer des freins à main. Vous êtes parti. Stéphane dit, je verrais bien Luc au volant d'un Ford Velociraptor NC. Ça vous dit quelque chose? Ça c'est pas celui qu'ils ont fait qui flotte là Je sais pas. Je pensais que Ford Raptor. Ouais, ça doit être Velociraptor, pardon. C'est moi qui ai mal prononcé. Moi tout ce qui roule. Surtout qu'en plus ça c'est un pick-up, donc pour rouler dans le désert. Non mais j'aime tout ce qui roule. Et puis il y a le côté déconne. Donc quand ils m'ont appelé pour me proposer. Je crois que j'ai pas mis longtemps pour dire oui. En fait, il fallait le caser dans le programme, mais c'était l'essentiel. Alors, dans ce qu'on a vu, parce qu'on a eu la chance de voir quelques images avant tout le monde. Donc, vous, par exemple, quand vous conduisez, vous lisez le journal? C'est pas. Alors, c'est bien précisé que les cascades sont réalisées, etc. Non, j'essaye de pas lire le journal. Et puis, en plus, j'ai un café là. Donc, vous avez un café, un journal. C'est l'épreuve. Et ça, c'est l'épreuve. C'était un road trip qu'on a fait en Corse. C'était juste magnifique. Non, c'était pas vraiment une épreuve. C'est dans le déroulé dans le déroulé du truc. C'est assez décalé de toute façon. Donc, il y a une épreuve où il faut conduire avec un casque de ski et des chaussures de ski. Alors ça a été plus dur, oui, parce que c'était une Fiat Panda. Alors même si depuis tout petit on essaye de conduire avec des chaussures de ski, mais les pédaliers, pour ceux qui connaissent des anciennes Fiat Panda 4x4, il n'était pas bien gros. Et donc voilà, c'est pas facile. Non, mais il y a plein de trucs que j'ai fait que j'avais jamais fait avant. Alors, comme quoi? Du ski sur herbe, par exemple. Même si ça paraît assez logique, mais il y a que les Vosgiens et les Alsaciens chez nous qui font un peu de compète de ski sur herbe. Et puis c'était pas évident non plus. Mais la sensation, c'est qu'on peut pas s'arrêter. Partir, c'est sûr qu'on y arrive, et s'arrêter, c'est déjà plus compliqué. Donc on a fait plein de choses super. Même dans le premier épisode qui va passer ce soir, moi j'ai pu rouler avec une 205 Turbo 16 de 1986 qui étaient les groupes B, pour ceux qui connaissent les rallyes, mais c'est une voiture qui m'ont fait rêver quand j'avais 20 ans. Je regardais les championnats du monde, etc., avec des garçons comme Vatanen, tout ça là. Voilà, donc on peut, c'est éclectique, comme on peut rouler avec des supercars, avec des vieilles voitures. Vous avez jamais eu peur?
J'ai eu... la peur. Non, mais la peur. Moi, j'ai fait une discipline, la descente, où on apprend à apprivoiser ses émotions et dealer un peu avec la peur. Mais peur, on a toujours peur. Ouais. C'est son niveau qu'on peut essayer d'augmenter ou de maîtriser. Mais la meilleure façon d'être justement protégé par rapport au risque, c'est de le faire le plus professionnellement possible, en étant en forme, etc. Donc maintenant le niveau, je pense, de prise de risque sur Top Gear, en tout cas, il est contrôlé et plus infime. On se met pas, j'allais dire, autant en danger que si on veut gagner une étape au Dakar ou si on veut gagner la descente de Kitzbühel. Mais ce qui vous plaît, c'est la vitesse. Depuis tout petit, je crois que c'est génétique. Là. Je suis né dedans. C'est quelque chose qui me fait encore plaisir. Et c'est ça l'important. Bien sûr, c'est prendre du plaisir. C'est que le jour où, si jamais, moi je dis toujours le feu sacré, j'appelle ça, si vous quitte et que ça vous fait douter ou peur, là, à ce moment-là, il faut arrêter. C'est plus intelligent. Alors, moi, j'avais une question sur le Dakar. C'est fini pour vous la compétition? Alors, j'ai eu un accident cervical il y a une dizaine d'années qui est assez grave. Donc, j'ai reroulé en essai, j'ai reroulé un tout petit peu. Et le Dakar, maintenant, j'ai pas de remords. J'ai arrêté, bien sûr, sur un accident. Mais maintenant, je le fais comme consultant, en vivant la course aussi de l'intérieur. Et même si ça me gratouille quelquefois, je pense que raisonnable. Maintenant, là, je suis quand même plus tout jeune. Mais le fait que ce soit en Arabie Saoudite, ça vous... Enfin, là, on rentre dans des choses un petit peu plus politiques. Il y a ce débat là-dessus. Je pense que l'Arabie Saoudite a envie de s'ouvrir au tourisme et au monde en changeant un tout petit peu son pays vers plus d'ouverture et plus de... Je ne sais pas, parce que les sujets, ils sont énormes. En tout cas, au niveau de la course, on a retrouvé de l'Afrique, on a retrouvé des grands déserts, on a retrouvé des grands espaces, et je peux vous dire que ceux qui iront pour le tourisme plus tard, il y a des paysages qui sont absolument somptueux en Arabie Saoudite. Et les critiques qu'il y a eu sur le Dakar, c'est des choses que vous comprenez, parce qu'il y en a eu aussi au moment où ça traversait l'Afrique, en disant vous traversez des pays pauvres sans se rendre compte de la misère que vous êtes en train de traverser avec vos grosses voitures. Oui, justement, il y en a eu, il y en a encore maintenant aussi sur la polémique juste du nom. Pourquoi le Dakar s'appelle Dakar alors qu'on n'est plus du tout en Afrique? On est allé en Amérique du Sud. Il y a toujours eu des critiques, des points négatifs, mais je pense que le Dakar aussi a porté. Je pense que la question, il faut la poser aux Africains, ceux qui, alors bien sûr, il y en a qui vont être contre, mais je pense que le Dakar, même s'il passait assez vite, a toujours essayé de développer, etc., ou de laisser quelque chose sur son passage. Moi, je voulais revenir sur la vitesse. Quelle est la vitesse la plus rapide que vous avez eue sur deux skis et la vitesse la plus rapide en voiture? Alors donc en ski en descente, c'était 159 km/h à Kitzbühel. Après, j'ai fait un peu de kilomètres lancés. Et là, j'ai fait 228,9. Ça, le kilomètre j'ai fait 2 jours. C'est hyper impressionnant. Ça, au-dessus de 200, et ça commence à aller vite un tout petit peu parce que ça vole sous les skis. Voilà, donc 228, j'étais assez content. J'étais allé avec 2 jours. Et après, au Mans, 310 km/h. Aux 24 heures du Mans, que j'ai fait aussi. Mais la meilleure sensation, c'était à ski, j'imagine, d'être de 100 en ski, vous savez, on n'a pas de casque, on n'a pas d'arceau autour de soi. Dans une voiture, on se sent protégé, même si les accidents peuvent être très graves. Mais en ski, vous avez la combinaison. Et dessous, il n'y a rien. C'est comme la chemise, là. Et là, le vent, vous le sentez, et la glace, quand vous tombez à 140, vous la sentez aussi. Qu'est-ce qui a changé depuis votre époque dans les compétitions de ski, au niveau des compétiteurs, justement? Le sport en général, je pense qu'il a évolué dans la meilleure préparation des athlètes qui sont beaucoup plus costauds. On le voit au rugby, on le voit en ski. Enfin, mes gamins, ils font 95 kilos, 94 kilos, donc beaucoup de musculation, beaucoup. Après, le sport, la connaissance de l'entraînement et de la gestion de tout ça, elle s'est communautarisé. Enfin, je veux dire, maintenant, on a plus accès à des... Voilà, donc le sport s'est resserré. Et c'est ça, le gros changement, c'est maintenant la densité à haut niveau, elle est juste énorme. Question bateau, alors très bateau. Elles sont où vos médailles et vos coupes? Alors, j'en ai mis un peu partout dans le garage, etc. Et les coupes, vous savez, j'en ai aucune chez moi. En tout cas, exposé à la maison. Alors, le gros globe, il est au club des sports à Serre-Chevalier. D'accord. Parce que c'était un moyen de rendre au club. Ils ont fait des nouveaux locaux. On a mis le club là. Il faut que je le ressorte pour aller voir Pinturo. Et des médailles, j'en ai perdu. J'en ai là. J'ai des coupes un peu partout. Parce que maintenant, c'est mes enfants qui commencent à avoir des coupes aussi depuis qu'ils sont petits. Donc, il y a un garage de coupes. Il y a un garage de coupes. Est-ce que vous serez dans le paddock sur le Mans cette année, vous demande Stéphane? J'adore cette course. J'adore cette ambiance. Je pense que j'ai vraiment envie d'y aller. Voilà.
Et là, vous êtes finalement animateur dans Top Gear. Oui, alors je me suis. Oui. C'était le mot me faisait un peu peur parce que bon, animateur. Il y a Philippe Lelouch, Bruce Joigny et Le Tone. Voilà. On peut les citer effectivement. Bien sûr, parce que donc vous êtes les piliers de Top Gear. Ouais. C'est eux les piliers parce qu'ils ont fait déjà 6 saisons, ils se connaissent très bien et c'est une émission qui tournait déjà. Mais là, vous avez intégré leur alors groupe je me suis rajouté. Voilà. Alors il faut arriver à trouver sa place à l'intérieur, même si c'est écrit et assez scripté, on a beaucoup de liberté pour s'exprimer, etc. Et eux, ils se vannent beaucoup parce qu'ils se connaissent. Bon, ils ont commencé à me vanner aussi. Hein, donc, oui. Et j'aime ça. Mais c'était bien. Je pense qu'il y avait aussi un souhait pour eux de Philippe qui va recommencer beaucoup de théâtre, Bruce Joigny qui reprenait un programme de compétition, voilà, d'étaler les sujets parce qu'on n'est pas tout le temps ensemble les 4. On fait les road trips ensemble. Et puis sinon, il y a des petits sujets de 2. Mais il manque une fille. Ah mais moi je suis alors là. Si vous parlez à la chaîne, mais alors là moi je suis complètement d'accord. Nous on a Cécile de Minibus ici qui conduit très bien. Bien sûr, Cécile, c'est une championne. Des filles, faut prendre Cécile, il faut une fille. Alors moi, je serais complètement pour. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même l'amitié virile. Hein, le truc. Ça sent le vestiaire, hein, je vous dis. Alors, on vous retrouve, c'est ce soir, début de la 7e saison. Ça cartonne, hein, il faut dire, Gilles, que c'est un énorme carton d'audience sur RMC Découverte à 21h. La saison dernière, il y a un épisode qui a fait plus de 800 000, qui a été un carton incroyable, qui était le 2e épisode. Ça a marché, ça marche très bien. Donc là, c'est les 4 quasi fantastiques. Non, il est pompeux. Hein. Voilà. Regardez ce soir si on est si fantastique que ça. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de bonne humeur. C'est sympa. Et la rencontre avec Alexis Pinturo, ce sera quand ? Vous ne savez pas encore fixé? Ah non, c'est fixé. Le 13. Le 13. Le 13, je vais à Courchevel le retrouver. Il y aura des photos. Content, hein. Oui, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie et j'apprécie aussi le niveau sportif et l'engagement. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a même pas fini sa carrière. Je pense qu'il a encore de belles choses à montrer, bien sûr. Vous savez, on a des championnats du monde en France en 2023 qui sont chez lui à Méribel-Courchevel. Donc il y a 2 belles des champions du monde ici. Championnat du monde en France, oui, 2023. Stéphane, qui est un fan, nous dit hommage à Sandrine Schmidt, la seule femme de Top Gear. Alors, voilà. Donc, qui était Top Gear Allemagne et qui malheureusement nous a quitté suite à une maladie. D'accord. Et donc cette année, il y aura Malika Ménard, Henri Lecomte, Jean-Baptiste Guégan. Ça va être quelque chose. Olivier Panis, Sébastien Loeb, Sandy, Héribert. Je ne vais pas tous les citer. Camille Lacour et Bauder. Là aussi, je pense qu'on va rigoler. Julien Cohen et Arnaud de sa mère. Ça va être quelque chose. L'année prochaine, je vais vous y voir, Valérie. Bien sûr. Allez. Mais vous êtes cordialement invité. Merci, j'entends l'invitation, je vais y réfléchir. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant, on va parler baguette, la baguette symbole de la France au patrimoine mondial de l'UNESCO. À tout de suite.